Bonjour à tous, et bien voilà, nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, une fois de plus, comme tous les jeudis, on parlera de Covid, puisque comme vous le savez, tous les mercredis, sauf exception, à la préfecture de Basse-Terre, se tient en général le communiqué de presse, la réunion de presse entre le préfet, l'ARS, quelquefois même la rectrice, pour faire le point sur le Covid. Bon, visiblement, comme on vous l'a dit depuis 2 ou 3 jours, les choses semblent s'améliorer, mais attention, pour ne pas vous tomber dans une 5e vague. Donc pour cela, il faut vraiment rester dans les gestes barrières, surtout se laver les mains, comme vous le savez, et éviter, si vous avez des parents qui sortent de loin, de venir chez vous porter le virus. Mobilisation des pompiers aussi, toujours dans le cadre de la mobilisation contre le pass vaccinal et aussi contre l'obligation l'obligation de se vacciner. Les pompiers en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, tout dans le même combat là. Et il n'y a pas à la guerre. On parlera de l'UTS aussi en mobilisation, vous le savez, puisque normalement, hier, on devait appliquer au CHU et chez les soignants la question de la vaccination obligatoire. On le sait aujourd'hui, 80% des soignants ne sont pas vaccinés et ne souhaitent pas le faire. Ils restent mobilisés. Et puis, on fera un petit tour du côté du Lamentin, où il y a une opération de la CNBT qui se prépare en ce moment pour réhabiliter effectivement la nature, puisque il ne faut pas quand même que le béton envahisse la société. Il faut que de temps en temps qu'il y ait un petit peu de nature, même plus qu'un petit peu, et c'est le sens de l'opération que mène en ce moment la CNBT. Charlie Dagounia était sur place. En ce qui concerne nos invités, aujourd'hui, on va recevoir dans un instant Jacques Dancal, qui est rédacteur en chef des Nouvelles Semaines, avec lui on fera un petit peu le point sur l'actualité, l'actualité récente, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis Steve Vérin, c'est un artiste peintre, il sera aussi avec nous, il a une exposition qui débute prochainement. Et puis nous allons terminer avec Nathalie Chevron, qui est la directrice de la Cresse Guadeloupe, la Cresse Île de Guadeloupe, et la Cresse fait sa rentrée. On parlera avec eux, avec elle en tout cas, de ce qu'est la Cresse, comment ça fonctionne, puisque chaque année, vous le savez, il y a un certain nombre de manifestations autour de l'économie sociale et solidaire, parce qu'en fait c'est ça, la Cresse, c'est la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire qui permet à un certain nombre d'entreprises, d'associations de pouvoir travailler, mutualiser. Madame Chevron, mieux que moi, viendra vous expliquer tout ça. On commence tout de suite avec la Covid. La conférence de presse, c'était hier. Olivier Félix, comme chaque mercredi, était sur place. Son reportage qu'on regarde et qu'on écoute avec attention. Donc à compter de mercredi prochain, le confinement va demeurer, mais en revanche avec quelques modalités différentes. Le couvre-feu sera repoussé à 20h au lieu de 19h aujourd'hui. La limite de déplacement dans la journée ne sera plus de 5 km mais de 10 km, toujours avec un système d'attestation. Mais en revanche, vous voyez qu'on va libérer petit à petit notre capacité à pouvoir nous déplacer. Les plages, puisque c'est un élément, les plages et les cours d'eau, c'est un élément important, vont être ouverts le matin et l'après-midi en fonction d'horaires qui seront fixés, et de manière à pouvoir permettre aux gens de pouvoir s'y déplacer. Et les commerces et les artisans qui aujourd'hui sont fermés parce que n'étaient pas considérés comme indispensables seront réouverts à compter de mercredi prochain, avec des jauges qui seront celles que nous avions au début du confinement, et notamment de 8 mètres carrés par client à l'intérieur de ces commerces. Autre point qui va être possible à compter du 22, donc à compter de la semaine prochaine, ça va être la réouverture d'un certain nombre d'activités qui vont, sur volontariat des organisateurs ou des entrepreneurs, qui satisferont au pass sanitaire. La règle, et j'ai eu l'occasion d'en parler hier avec les représentants du monde économique, la règle sera celle de la fermeture administrative, sauf pour les restaurateurs, les responsables de casinos, les responsables de zoos, de parcs zoologiques ou de cinéma ou de théâtre ou de salles de sport qui souhaitent réouvrir en mettant en place le pass sanitaire dès le premier client ou dès la première personne qui participe à cette activité. Je rappelle que le pass sanitaire, vous avez trois moyens d'y satisfaire, soit la vaccination avec un schéma vaccinal complet, soit un test PCR ou antigénique, soit encore la preuve que vous êtes en phase de rémission de la maladie puisque vous l'avez eu et vous avez un certificat médical qui spécifie que vous êtes dans cette phase de rémission. Et donc ces activités pourront réouvrir à compter du 22 pour celles et ceux qui souhaitent le mettre en place.
et on les fixera, une liste sera fixée par arrêté. De la même manière, et parce que notamment la Fédération de cyclisme nous l'a proposé et s'engage dans cette matière, les compétitions de cyclisme pourront avoir lieu à huis clos, donc en milieu ouvert, mais en respectant et en mettant en place le pass sanitaire. C'est ce qui s'était déjà passé dans les semaines qui avaient précédé le confinement. Voilà les mesures qui vont se mettre en place, donc à compter du 22 septembre pour les 2 semaines qui vont venir. Et nous donnons rendez-vous le 29 septembre avec le comité des élus, puis ensuite en point presse, pour faire un point de la situation et pour voir si, à partir d'une date qui devra être déterminée, nous pouvons rentrer dans la phase qui suivra, qui sera celle d'un véritable déconfinement. Donc je le rappelle, une fois que nous aurons atteint des seuils qui nous permettront de le faire. Donc vous voyez, l'idée, c'est vraiment de donner de la visibilité sur les différentes phases qui viennent et de fixer un certain nombre de critères qui sont liés au taux de contamination et au taux de pression hospitalière pour pouvoir les déterminer. Dans le même temps, mais Madame la rectrice aura l'occasion de s'exprimer sur le sujet, il y aura une évolution aussi de l'accueil des enfants à l'école, dans la même logique que celle qui est organisée, évidemment. Je sais que c'est attendu par beaucoup de parents. Mais voilà, l'idée c'est que nous soyons cohérents sur l'ensemble de ces phases, puisqu'il est important que nous n'allions pas trop vite dans cette phase de sortie du confinement, parce que, comme vous le savez, c'est une phase qui est délicate, parce qu'il ne faudrait pas que nous ayons une remontée du nombre de cas de contamination, puisque ça serait évidemment très compliqué à gérer. De la même manière, hier j'ai évoqué le sujet avec les commerçants, la décision n'est pas encore prise. Vous savez que la période des soldes doit commencer à compter du 25 septembre prochain. J'ai proposé aux commerçants que cette période des soldes puisse être décalée d'1 semaine, voire de 10 jours, et donc nous sommes en discussion avec eux pour pouvoir fixer cette date à une date qui sera la meilleure pour pouvoir accueillir les clients dans les magasins, dans des conditions évidemment de sécurité sanitaire la meilleure. Alors on l'a bien noté, ce n'est pas encore le vrai déconfinement puisque ça se fait par étapes. Le 22 septembre, le pass sanitaire sera exigé dans les boîtes de nuit. Alors là, on peut danser, il faut mettre un bitin pour ton petit bitin, vous pouvez rentrer à nos boîtes de nuit, ça va être du cinéma. Justement, les cinémas aussi vont être ouverts, vont ouvrir pareil avec pass sanitaire. 29 septembre, deuxième phase, un petit peu plus d'ouverture. Pour l'instant, le couvre-feu qui était jusqu'à 19h va être prolongé jusqu'à 20h. Et le vrai déconfinement pourrait peut-être commencer à la fin du mois de septembre, mais tout dépend aussi du comportement, c'est-à-dire que si nous avons un comportement responsable, nous décider porter masque là il faut, nous décider faire attention, là on a une famille qui se tient en face, même s'il est vacciné, parce qu'il faut se rappeler d'une chose, même quand on est vacciné, on peut transmettre le virus. Alors, la zone des familles qui se tient en France, pas venir tomber en bois, venir boyer, faire des câlins, etc., puisque on a eu un cas précis que j'ai suivi à KPCR où un jeune homme qu'on connaît, sa famille est arrivé, il était vacciné, malheureusement il a transmis le virus à son père qui est décédé et à sa sœur qui est décédée, et c'est un des cas comme ça. Il y a plein de cas comme ça en Guadeloupe. Il faut se rappeler aussi que beaucoup de Guadeloupéens sont déjà morts dans des conditions difficiles, on le sait, puisque on l'a dit encore hier, puisque le LKP et le GTG ont porté plainte sur le mauvais traitement entre guillemets, mais ça aussi ça dépend des Guadeloupéens, du comportement quotidien. Aujourd'hui, savoir si le vaccin, si le virus va progresser ou si au contraire, il va se réduire pour nous vivre une vie si bien plus normale. Ça, il faudra attendre. Les pompiers, ils sont sur le terrain tous les jours, vous le savez, puisque c'est eux qui chaillent le matin, le midi, les soirs, toutes les. Ils sont en première ligne, mais ce sont des gens responsables aussi qui font attention et à ne pas transmettre de virus, et ils refusent, eux, la vaccination obligatoire, ce qui explique leur mobilisation. On a déjà reçu ici M. Zou qui nous a expliqué. On écoute encore les pompiers. Reportage, Olivier Félix. Il était vraiment important pour nous être là ce matin parce que c'est un moment symbolique, c'est une journée historique. Il faut dire que c'est la première fois dans l'histoire de France et de Navarre, des institutions de France, qu'on a à vivre de telles mesures coercitives, où nos libertés sont entravées, où nos libertés sont menacées. Notre travail est aussi menacé.
et que du jour au lendemain on se trouvait sans salaire. Donc il est important pour nous aujourd'hui d'être là, de marquer le coup en toute simplicité, pacifiquement aussi, et vous dire voilà, il faut être là parce que c'est un tournant de l'histoire. Désormais, dorénavant, on ne sait pas à quoi s'attendre et comment ça sera demain pour nous. Voilà. Oui, il faut jusqu'au bout, vaille que vaille. Vent debout, nous sommes là parce que sinon, si on accepte ça, aujourd'hui c'est un vaccin qu'on nous oblige à prendre. Demain matin, ce sera pour nous notre liberté. Ça peut être un doigt à couper, un bras, un doigt. Ce sera peut-être la sodomie, on ne sait pas jusqu'où ça va aller pour la liberté. Donc si on laisse faire aujourd'hui, ça veut dire que demain matin, on peut tout accepter et tout prendre. Donc pour nous aujourd'hui, il n'est pas question que ça se passe. Surtout culturellement, on est enraciné dans notre liberté et on connaît qu'est-ce que le prix de la liberté. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est normal et c'est tout à fait normal que nous soyons présents, que nous puissions marquer le coup. Voilà. Petit commentaire, comme on le voit, les pompiers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et en France aussi sont mobilisés. Et ils ne sont pas contre le vaccin, ils sont contre l'obligation vaccinale. Et ils l'ont montré hier, vous avez vu les images, ils ont déposé symboliquement devant la préfecture leur casaque pompier. C'est dire qu'ils n'entendent pas reculer sur cette question-là. En Martinique, c'est pareil, ils ont fait le même mouvement, en Guyane aussi, et ils espèrent une négociation pour aboutir au retrait définitif de cette obligation vaccinale. L'UTS, là, c'est aussi une mobilisation, puisque vous le savez, il était prévu qu'à partir du 15, c'est-à-dire hier, tous les soignants qui n'étaient pas vaccinés pourraient soit perdre leur salaire, soit avoir des retenues, ou pire même, peut-être même être licenciés. Alors, il y avait une loi qui est votée en Bistan, personne ne sait exactement où ça en est. Et donc, les soignants se sont mobilisés et donc le ministère de la Santé, par le biais de l'ARS, dans un communiqué un petit peu de briques et de broc, un communiqué pas très clair, on a laissé entendre que jusqu'au mois d'octobre, l'obligation vaccinale pour les soignants ne serait pas effective. Alors, la question qui se pose, puisque vous le savez très bien, 80% des soignants guadeloupéens ne sont pas vaccinés, surtout au CHU. Est-ce que après le 15 octobre, s'il y a encore un délai moratoire, là aussi, une négociation devrait être faite entre les pompiers, la direction du CHU, l'ARS, etc. En tout cas, pour l'instant, les soignants sont mobilisés. Ils le montrent au quotidien. Reportage Stanley Manicor. La continuité avant Covid, pendant Covid, qu'on continue après Covid. Parce que le personnel de santé, le CHU, mais également tout établissement public et privé en Guadeloupe, il a assuré, malgré tout mépris qu'il y a pour le métier, mépris qu'il y a manifesté pour les malades, nous avons continué à assurer, avec responsabilité en nous et avec fierté. Ça qui joue de la capacité à savoir obligation vaccinale qu'on nous impose nous et risque affiché devant nous, qu'il y a licencié nous si nous pas vaccinés, il y a payé, il y a suspendre vous, il y a licencié, il y a pété des tas, il y a grossé, ça pour nous c'est un crime. 80% du personnel du CHU qui n'est pas vacciné. C'est d'une part parce qu'ils comprennent, ils connaissent l'information sur le vaccin, mais également si menace que le vaccin peut poser sur eux, si quoi, et le fait que le vaccin là aussi ça confirmé par protéger ceux qui sont vaccinés, puisque ceux qui ne sont pas vaccinés. Ils disaient même pas empêcher de diffuser. Donc ça, c'est une question qui est posée aujourd'hui là. C'est certainement un problème général. Nous savons qu'il y a des gens qui meurent à l'hôpital. Depuis 300 personnes qui meurent à l'hôpital, ils ne sont pas morts parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Ils sont morts parce qu'ils ont eu des problèmes de santé depuis tantôt. Il y a eu des problèmes de santé qui ont signalés, il y a eu des problèmes de santé parce qu'ils sont suivis par l'assurance maladie et les médecins. Et aujourd'hui là, c'est parce qu'ils n'ont pas soigné, ils n'ont pas pris en charge précocement, ils n'ont pas mettre en place des traitements qu'il faut, qui fait que les gens qui prennent. Si aujourd'hui là, on posé pour le personnel soignant en obligation vaccinale, soit pour protéger les gens qui sont à l'hôpital, travailler à l'hôpital n'a pas de recevoir les gens après l'hôtel, son établissement de soins. Objectif à la santé, c'est de faire en sorte que les gens ne pas venir à l'hôpital, les gens ne pas venir à l'hôpital, les gens ne pas malades. Donc, question de fond là qui pose là, c'est qui disposition que l'État prend
pour assurer que les gens ne pas venir à l'hôpital. Ça veut dire que les gens soignent pour que semaine longtemps avant ils viennent malades, ils viennent à l'hôpital. Et ça ne va pas passer seulement par le vaccin, ça va passer par la qualité de vie, ça va passer de qualité de relation avec les gens, avec les gens, avec les familles, dans l'environnement global là. Et c'est question de fond là, ça que nous avons envie que les politiciens, nous, responsables politiques, médecins, on va nous poser des questions à la santé publique et non à l'obligation vaccinale. C'est pour ça que nous largement opposés à l'obligation qu'on a fait nous aujourd'hui là, parce que non seulement ça parle du problème de fond qu'on nous dit en termes de santé publique, mais également le problème que nous disons à CHU là ça même, et que continuer à mobiliser. Nous avons dit les personnels de la santé, nous avons dit les pompiers, nous avons dit les gens qui sont dans le secteur privé, si vous passez 7 ans au butin, pas fait. Si vous 7 ans demain matin, si vous faites, alors que vous passez 7 ans en tête à qui pété. Effectivement, la question de la santé se pose avec acuité en Guadeloupe et pas seulement à cause de la Covid, mais bien au-delà, puisque on l'a déjà dit et redit ici, les syndicalistes, les avocats, etc., que l'hôpital, le CHU était en très mauvais état. Déjà avant son incendie, Cotellon est arrivé un petit peu après, il n'a pas pu tout régler en moins d'une année, et après, on est tombé dans le Covid, moins de 2 ans après, on tombe dans le Covid. Et donc, la situation s'est dégradée. Alors, la question de la santé des Guadeloupéens, c'est une question primordiale aujourd'hui. Est-ce qu'elle sera résolue après la Covid? Point d'interrogation. On aura l'occasion d'y revenir avec quelqu'un de l'ordre des médecins. Enfin, on part tout de suite au Lamentin. La ville du Lamentin, depuis quelque temps, essaie, dans le cadre de la CNBT, de rénover un petit peu le paysage urbain, quelquefois trop bétonisé. On essaie de fleurir un peu. Et c'est ce que Charlie Diagonia a constaté en se rendant au Lamentin. Reportage. Une visite de terrain, puisque ce qu'on veut, c'est que le Nord-Bas-Terre soit un territoire de haute qualité environnementale. On sait qu'il y a des décharges sauvages, donc il y a déjà quelques mois, nous avons mis des panneaux stop malpropres pour un peu brusquer, pour montrer cette nécessité que les lieux soient propres. Ce qui a été sur certains sites un succès. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est dans toutes les communes, lorsqu'il y a des décharges sauvages, qu'on puisse les remplacer par du fleurissement. Donc là, on a d'abord enlevé les décharges, les bennes, ensuite nettoyer et pour pouvoir planter, mettre des fleurs. Mais en plus, ce qu'on veut, ce sont des fleurs qui puissent attirer les abeilles, puisque au-delà de la beauté, on veut aussi cette douceur sur le Nord-Bas-Terre. Au-delà de l'action coup de poing, des opérations coup de poing qui ont été évoquées, mais nous pensons aller plus loin. Non seulement faire une campagne de sensibilisation pour faire savoir qu'il y a beaucoup de filières pour le traitement des déchets, que ce soit les détoiseurs ou les déchets des végétaux, mais aussi faire prendre conscience à la population de la nécessité de maintenir un environnement propre et sain pour éviter d'autres vecteurs comme la dengue, la leptospirose, parce que nous savons que ça attire des rats et des moustiques. Donc, nous irons vers un forum, peut-être, on ne sait pas encore sur quel format, mais pour montrer aux gens qu'il faut consommer autrement. Parce que le meilleur déchet, c'est le déchet qu'on ne produit pas. Et comme le disait le président Guy Losbar, si les déchets sont là, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a emmené. Si on veut un territoire de haute qualité environnementale, il faut que la nature soit préservée. Il faut surtout éviter que nous ayons donc des décharges sur tout le territoire. Et là, j'appelle au civisme, à la citoyenneté, puisque les ordures ne viennent pas comme ça. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui puissent les mettre. Donc, on fait cet appel. Donc, sur les 6 communes, nous allons mettre au moins 10 lieux comme ça par commune. Il y a certaines communes qui ont une superficie plus grande, donc ce sera peut-être plus. Mais sur chaque commune, il y aura au moins 10 lieux ainsi. On va également mettre des caméras mobiles pour surveiller et en même temps il y aura toute une politique d'information, de communication. C'est pour cela que je suis présent avec le premier adjoint de la ville donc du Lamentin de manière à ce qu'on puisse bien s'imprégner que nous attendons aussi au-delà des fleurs, au-delà des caméras de nos actions, qui est un réflexe citoyen pour que chacun puisse faire en sorte que le Nord-Bas-Terre soit fleuri mais aussi soit propre.
Voilà, il est 12h52, notre premier invité est déjà là. Bonjour Jacques Dancal. Bonjour Danick. On va tout à l'heure parler de nouvelle semaine, mais de l'actualité. La nouvelle semaine cette semaine, bien évidemment, c'est Lucette Michaud-Chevry, une belle photo d'ailleurs. Hein. Oui, une très belle photo de Bernard Boucard. Oui. Bernard Boucard, notre photographe national. Oui, au point de vue, nous voyons Fossebaille, parce que vraiment. Et merci. Pourquoi merci? Merci parce que la popularité énorme de Lucette Michaud-Chevry méritait ça, parce qu'en fait, qu'on regarde bien, ça fait plus de 50 ans, elle est restée même plus, elle est restée dans le paysage politique, malgré son départ, malgré des difficultés sur la fin, on a vu qu'elle est restée extrêmement populaire. En tout cas, elle a marqué, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas, elle a marqué le paysage politique et elle a quand même fait un certain nombre de choses pour lesquelles la Guadeloupe est reconnaissante. Oui. Et je crois que dans le temps, on peut regarder ce qui a été fait avec des appréciations très différentes, oui. Mais elle a su restructurer, elle a su proposer de nouvelles orientations, et elle a eu de l'audace aussi, notamment avec la déclaration de Basse-Terre, qui a vraiment marqué l'histoire politique de la Guadeloupe en 1999, et le référendum de 2003 avec les résultats qu'on sait. Alors, bon, évidemment, il y a du bon et du mauvais dans tout ça, mais en attendant, ce sont vraiment des moments historiques. On ne pouvait pas ne pas en reparler. Je vois que la Guadeloupe retiendra ces moments forts-là. Et puis le parcours de la femme. Oui. Parce que je crois que j'en parlais il y a 2 jours avec Maître Evita Chevry, c'est assez extraordinaire ce qu'elle a pu faire en tant que femme. À l'époque, elle le rappelait elle-même, les hommes ne lui faisaient pas de cadeaux. Oui. Donc elle a dû mener bataille pour rester dans la vie politique. On ne lui a pas fait de cadeau, elle s'est souvent d'ailleurs un peu vengée, mais comme elle disait elle-même, elle était une femme à graines, mais c'était surtout parce qu'à l'époque, il y avait peu de femmes fortes en politique. On en a eu après beaucoup plus, mais elle a ouvert la voie, elle a décomplexé la gente féminine pour l'accès au pouvoir. Et en même temps, ça correspondait aussi à une montée aussi des femmes dans les postes de responsabilité. C'était une période, alors il y a plein de circonstances qui expliquent ça, mais je crois qu'il faut ce combat féministe-là qu'elle ne disait pas fondamentalement, mais c'est quand même un combat pour l'émancipation qui a servi. Bien, ben voilà, c'est un numéro historique de Nouvelle Semaine qu'il faudra garder. Oui. Collector, c'est un collector. Tout à fait, il y a beaucoup de photos et évidemment beaucoup de caricatures, parce que finalement on l'a beaucoup croqué, on l'a beaucoup dessiné, des glames, et Eric Nago aussi, principalement, parce que c'est Eric qui travaille beaucoup avec nous en ce moment, et on a fait beaucoup de choses ensemble en termes de dessin, de caricatures, d'illustrations. C'est un élu qui se prêtait bien à ça. Je ne sais pas si elle appréciait tout le temps les caricatures, mais en tout cas, elle était arrivée à un stade où elle se prêtait bien à ça. Voilà. Bien, on parlera tout à l'heure avec Jacques Dancal, effectivement, pas que de ce numéro-là, mais de son journal, ce que je dis, journaliste en pays confiné. Oui, soyez prudents. Oui, tout à l'heure. Voilà, il est 12h55, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette interview et nos prochains invités. Voilà, il est exactement 13h, entre-temps on a reçu, il est arrivé, Steve, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste peintre, votre exposition a débuté en plein confinement et continue. C'est ça. Bien, on en parle dans un instant. Je reviens avec Jacques Dancal. Alors, Jacques Dancal, on va essayer rapidement de faire un petit tour de l'actualité. L'actualité la plus récente. Non, c'est pas le buzz d'Annick. Non, on ne va pas aller ça là. C'est le retour de Laurilla Rinson. Ça vous a surpris? Alors, pas vraiment, puisqu'on savait qu'il y avait quelques vices de forme, ça a été fait dans l'urgence. Ça n'est pas vraiment surprenant. Alors, ce qui manque, peut-être, ce sont peut-être quelques explications, parce qu'en réalité, c'est quand même un fonctionnaire de l'État qui est en poste. Et de haut niveau. De haut niveau, donc qui est en poste. Donc, a priori, il faut quand même rassurer la population. Quand bien même son contrat aurait été suspendu, elle aurait été révoquée, elle n'aurait pas été au chômage. Ça c'est clair. La preuve, c'est que pendant son licenciement, entre guillemets, pour l'éducation, elle percevait son salaire. Voilà, tout à fait. Donc, elle pourrait rejoindre, le cas échéant, son poste. Son administration. Son administration d'origine. Donc, mais quand même, c'est un imbroglio juridique qui était certainement évitable. Alors, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, est-ce que c'est une faute du conseil d'administration ou une faute de la région, ou des deux? Alors là, effectivement, c'est compliqué. On n'arrive pas à savoir. Mais
en tout cas, sous la pression du syndicat, sous la pression qu'il y avait au sein du conseil d'administration, il fallait certainement prendre une décision vite pour sortir de la crise. Oui. Ça n'était peut-être rapide, pas. c'est ça. Voilà, trop rapide, ça n'était peut-être pas la meilleure. À ce moment-là, c'est ce qui explique ces petites erreurs, on va dire, qui amènent à sa réintégration et surtout à une astreinte, parce qu'en plus de ça, c'est assorti d'une 2500 euros par jour. 1000 euros par jour. Alors il y a peut-être autre chose, mais dans le document qui a été envoyé par le tribunal administratif, il n'y avait que cette partie-là, mais il y en a peut-être une autre. Mais 1000 euros par jour, bon, ce qui est quand même conséquent. Je pense que le conseil d'administration ne fera pas cette erreur-là. Je pense qu'il pourra. Alors parce qu'il y a autre chose, c'est qu'entre-temps, le président Chalus est devenu président du conseil d'administration. Tout à fait. Oui. Donc ça crée une situation un peu inédite. Parce qu'il va falloir qu'ils se rencontrent. Oui, tout à fait. À un moment donné, oui, moi je pense qu'ils vont trouver une solution. Non, mais je pense que Chalus ira vers l'apaisement, j'imagine. Oui. Et puis il est clair que la gestion du MACT est compliquée. Oui. Parce qu'ils sont toujours en train de chercher un mouton à 5 pattes, mais tout simplement parce que le MACT, je parle sous le contrôle de plasticien, c'est à la fois un mémorial, un musée et en même temps un centre d'art contemporain avec une salle de spectacle. Ce sont des métiers extrêmement différents. Hein. Bon, vous pouvez le confirmer parce que s'occuper d'un musée ou s'occuper d'un mémorial. Alors ils disent que c'est pas un musée réellement, c'est pas réellement un musée. Mais oui, mais ce sont quand même des métiers très différents. Alors évidemment, beaucoup nous disent oui, elle a les compétences pour tout, mais il n'empêche que c'est une usine. Extrêmement coûteuse, avec des métiers très différents. Et dès le départ, je crois que ça n'est pas seulement Lorella Vincent qui pose problème au MAC. Je crois que la structure elle-même est difficile à gérer. Et elle coûte cher en maintenance. En maintenance. Déjà, on a environ 6 millions de fonctionnement hors les réparations, parce qu'il faut quand même faire des réparations. Mais le fonctionnement lui-même, donc. Et les recettes étaient estimées à 2 millions à peu près quand ça marchait, quand il y avait du monde. Là, ça fait 2 ans qu'il n'y en a pas. Donc ça veut dire que et ça fait pratiquement 4 mois que le personnel est en retrait aussi. Hein. Voilà, tout à fait. Donc globalement, on se retrouve avec à peu près 12 millions que la région met à fond perdu, puisque la structure ne fonctionne pas. Alors il faut vraiment se poser la question d'une redéfinition de la destination du bâtiment. Est-ce qu'il faut que ce soit un mémorial et un musée éventuellement, parce qu'il y a une collection muséale, c'est un métier différent. Et si on fait de l'art contemporain à côté, c'est différent. Je crois que d'ailleurs, il y a quand même encore quelques discussions sur le contenu de la collection elle-même. Mais pour la partie exposition, en général d'art moderne, en tout cas temporaire, le mélange rend la gestion extrêmement compliquée. Donc c'est vrai que trouver un directeur qui soit en capacité de tout faire, qui ait la souplesse qu'avait l'ancien directeur, M. Martial, qui est parti, ça aussi, je crois que Lorella Vincent peut-être a été un peu plus sur ses métiers, et avec une rigueur qui ne correspondait peut-être pas aux différentes missions qu'on lui avait proposées. C'est compliqué. Je crois que quel que soit ce qui va se passer après, une redéfinition de la destination même du MACT est nécessaire. Alors, signaler que d'ici 2 jours, il devrait reprendre ses fonctions, normalement. Oui, tout à fait. Demain, enfin. Oui, demain. Demain, avec le même personnel qui est en droit de retrait. Alors, est-ce que le personnel reviendra? Ça, c'est une autre question. Oui, mais on ne peut pas faire tourner l'entreprise sans le personnel non plus. Donc, ça va faire un peu bizarre. Il faudra retrouver un apaisement aussi. Oui, ça fait un peu désordre. Si vous êtes déjà allé exposer au mémorial? Je n'ai pas encore exposé, mais ce serait mon souhait. Ah, c'est votre souhait? Oui, c'est mon souhait. Il faudra voir madame. Il est dans la partie. Il faudra voir madame Rinchon très rapidement. Parce que j'imagine que beaucoup d'artistes souhaitent. Alors, un dernier point sur cette affaire, c'est la motion qu'a fait circuler aussi Richard Saint-Silly. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les plasticiens et beaucoup de personnalités autour défendent... Y compris internationales. Hein. Voilà. Défendent l'idée que c'est une personnalité extrêmement compétente qui remplit les conditions pour gérer cette hydre, parce que c'est un monstre compliqué maintenant. Et oui. Donc on la défend selon ce principe-là. C'est une Guadeloupéenne. Alors, c'est un parti pris. Moi, je vous dis, tout le monde ne partage pas cette position-là, mais c'est clair qu'il y a eu une vraie mobilisation pour défendre Lorella Vincent. La question est toujours la même. Est-ce qu'il nous faut
avoir quelque chose d'aussi compliqué à gérer? Et est-ce que être guadeloupéenne suffit dans ces cas-là? Parce qu'il est évident que ça n'est pas parce que c'est une des nôtres qu'il faut lui donner non plus quelque chose de difficile à gérer, parce que visiblement là, quand bien même elle reviendrait, entre les problèmes de personnel, les problèmes de destination du bâtiment, les problèmes de coûts, etc., je ne sais pas, et puis se mettre d'accord aussi sur le projet. C'est un bâtiment, c'est un lieu ingérable, c'est ça? Si on regarde bien, prenons toutes les autres structures qu'on voit dans le monde. Prenons l'archipel, par exemple. Oui, mais l'archipel a une destination précise. Oui. Donc c'est plus facile. C'est une scène nationale. Voilà. Dans le monde, vous prenez un mémorial quelconque, c'est en général très beau, c'était très grand, c'est un lieu de recueillement. États-Unis, voilà. Mais vous en avez partout, vous en avez au Portugal, vous en avez évidemment en Allemagne beaucoup à cause de la Shoah, vous en avez en Israël, au Brésil aussi, il y a un peu partout. Ce sont en général de grandes structures. Ce sont des lieux de recueillement où on a des sculptures monumentales dedans, on a très peu d'expositions temporaires, il n'y a pratiquement pas d'animation. Il y a parfois des lieux où on peut à la fois se lieux de mémoire, c'est ça? Voilà, un lieu de mémoire. On y ajoute un musée. C'est déjà pas mal, mais ça fait beaucoup. Moi, je pense que quelque part, lorsqu'on y a introduit, alors l'exposition, il y a des différents sur ça, sur la partie scientifique, pour les choix. Il y a une exposition permanente. Voilà, c'est une exposition permanente. Mais lorsqu'on y ajoute une partie temporaire avec de l'art moderne, etc., ça devient compliqué à gérer. Ce sont des espaces supplémentaires, ce sont des points supplémentaires. Et tout ça aussi, il faut le conserver. Il faut assurer à l'artiste, monsieur va exposer prochainement, il faut des cimaises, il y a un équipement, etc. Donc c'est un métier. Donc il est clair, est-ce qu'on doit tout faire au même endroit? Est-ce qu'on doit tout faire au même endroit? Est-ce qu'on est capable de gérer tout ça avec le même personnel? Bon, il y a aussi la salle de spectacle qu'on oublie. Je crois qu'il y a eu un problème à un moment donné sur la destination et certainement aussi sur le type de recrutement qu'il fallait là. Je crois que ça va être difficile pour le conseil régional, en tout cas, au moins, il ne faut même pas dire le conseil régional, pour l'OPCC, parce qu'il y a un organisme qui gère. Alors n'oublions pas que ce type d'organisme, c'est un peu comme le port. Le directeur a énormément de latitude. Le président n'a pas beaucoup de prérogatives. Et c'est ça la question centrale, en fait. Mais oui, c'est ça. C'est les rapports qui se sont détériorés, premièrement, pour des raisons qu'on évoquera probablement. Madame Ouesson sera invitée ici demain. Mais aussi, le président, quelquefois, a peut-être outrepassé ses droits. Tout à fait. Mais c'est un piège lorsque le ministère vous impose ce genre de statut d'OPCC. C'est un organisme où en fait vous avez un conseil d'administration mais qui n'a pas beaucoup de pouvoir en réalité. C'est un peu comme si vous êtes au port autonome. C'est le directeur qui décide, qui est nommé par le ministère. C'est pareil. Oui, c'est pareil. C'est le directeur qui décide et qui fait... Sauf que c'est un organisme culturel. Alors, la question aussi qui a souvent été posée, c'est la question quelle culture pour la Guadeloupe et quel rôle de mémorial qui est un bâtiment qui n'est qu'un élément de cette culture. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est des questions qui vont se poser. Alors, deuxième question sur, j'ai envie de dire, le vaccinéma. Oh là là. Mon Dieu. C'est le débat. Moi, c'est un mot que j'ai dû inventer pour la... Oui, non, mais à la limite, il convient parce qu'il y a beaucoup plus de postures que de positions fortes. Alors, je viens d'entendre Gabi Clavier, d'ailleurs, qui expliquait, d'ailleurs, assez clairement, que l'hôpital n'est pas un hôtel. On n'est pas censé y venir par plaisir parce qu'on est malade, mais simplement qu'il y a une politique de santé à mettre en place. En amont. En amont. Concernant le vaccin, je crois que personne ne s'y oppose vraiment maintenant. Personne n'est contre le vaccin. Les gens sont contre l'obligation vaccinale. C'est ça le problème. Ça c'est une chose. Et puis, je crois aussi qu'il faut que les choses soient claires. On a cessé d'opposer les pratiques traditionnelles en termes de médecine, de soins, avec les plantes, etc., avec la médecine classique. Puisqu'en réalité, ce sont des choses complémentaires. Mais quand on est devant quelque chose qu'on ne connaît pas, peut-être que le vaccin est une des solutions. Je crois que là aussi, il y a un hiatus, mais certainement parce qu'il y a manqué de pédagogie, il y a manqué de communication entre les différentes parties, y compris de la part des services publics, qui maintenant se sentent un petit peu coincés.
et ont besoin de relais. Je crois qu'il faut plus d'explications pour arriver à une solution correcte. D'autant plus que lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, on voit que la vaccination progresse à grands pas et qu'il ne fait pas autant débat. C'est vrai qu'on peut toujours se dire il y a 250 000 personnes qui manifestent en France, mais le problème c'est qu'il y a 65 millions d'habitants. Ça n'est pas du tout la même chose en Guadeloupe. Oui. Donc en Guadeloupe, il y a des positions fortes qui se dégagent, mais il est clair que tout ça peut se faire dans l'apaisement. En Guadeloupe, en Martinique, pratiquement dans tous les territoires entre guillemets français, il y a la question s'est posée avec la même acuité. Tout à fait. Parce que ça, il expliquait très bien tout à l'heure, Gaby Clavier, on a superposé en fait des problèmes récurrents, des problèmes graves qu'on avait en termes de santé, en termes de prévention, en termes d'équipement. Le virus est arrivé par-dessus, en traitement et le problème hospitalier. Donc je crois que c'est un révélateur en fait. Un révélateur, et surtout aussi ça, on a montré aussi notre incapacité à mobiliser les moyens traditionnels. Les dispensaires étaient déjà fermés, les n'ont pas pu prendre de décision à temps, donc on est dans une situation qui est difficile à cause de tout ça. Alors, une dernière question, Jacques Dancal, que je résume. Comment, dans une période de confinement, comment être journaliste en pays confiné quand on est un journaliste de la presse papier? Oui, c'est difficile, mais je crois que pour nous tous, c'est difficile à la fois pour recueillir l'information. D'abord parce qu'on est submergé par un flot d'informations sur le même sujet. On a le problème depuis des mois et des mois. On a le problème que vous avez fait sur le virus, enfin, sur l'aspect sanitaire depuis un an à peu près. On a dû en faire une bonne dizaine. Une dizaine quand même. Oui, parce que on ne peut pas éviter le sujet, et dans le même temps, on passe du temps aussi à combattre les fake news, les mauvaises informations. C'est compliqué de se positionner dans ces conditions-là, parce qu'il faut défaire tout ce qui se dit. La crise a surtout révélé la puissance des réseaux. Et c'est difficile d'informer lorsque les personnes reçoivent énormément de choses. Oui, voilà, invérifiables. Il faut aller vérifier régulièrement. Oui. Et ce travail-là, je crois que on l'a entamé parce qu'on communique heureusement entre journalistes beaucoup pour vérifier une information. On s'appelle, il y a des sites spécialisés pour vérifier. Mais c'est extrêmement compliqué en ce moment. Et évidemment, pour nous, en presse écrite, c'est un problème aussi, c'est la vente. Oui, j'allais venir. Voilà. À partir du moment où on ne peut pas tous se toucher, on a peur de toucher au papier, forcément, dans les kiosques, les journaux, globalement, se sont moins vendus. On se passe moins les journaux aussi. Je crois que ça a été difficile. D'ailleurs, nous avons fait beaucoup de progrès en ligne. On a plus d'abonnements numériques maintenant qu'en papier. Depuis le Covid. Oui, depuis le Covid. Alors finalement, le Covid, ça sert à quelque chose? Ah non, il est clair que... Oui, mais tous les opérateurs le disent. Ils ont fait entre 15 et 20 ans de progrès en 2 ans. Oui, j'avais hier des gens de Guadeloupe Tech qui disaient que la Guadeloupe a fait un bon. Oui, mais même les œuvres d'art se vendent maintenant en ligne. On achète le pour le faire, c'est ce qu'ils font. Pour le faire, pardon. C'est ce qu'ils font. Non, il y a eu des progrès, ça a beaucoup changé. De toute façon, si on doit retenir le bon de cette crise-là, dans tous les secteurs, la Guadeloupe peut complètement se repositionner, se redéfinir. Tous les secteurs, il y en a qui ont perdu, mais beaucoup ont gagné, notamment dans le domaine de l'agrotransformation, de l'agriculture, on en a beaucoup parlé dans les journaux, mais même le tourisme, je crois que c'est l'occasion de redéfinir. Mais le tourisme traditionnel, j'ai pas envie de dire c'est fini, mais c'est pas loin. Oui, il faut le redéfinir. Je crois que tous ces jours-ci, il y a une grosse réflexion qui est menée chez tous les professionnels à propos de la croisière, à propos de l'arrivée des touristes. Parce que le tourisme de masse, ce qu'on appelle. Pas de masque, de masse. Tout à fait. Non, mais il est clair que c'est l'occasion de le repenser dans le bon sens, parce que c'est peut-être aussi l'occasion de définir autre chose. Est-ce qu'on ne peut pas continuer avec le tourisme de masse, parce que on voit bien que dans les îles d'à côté, il y a longtemps qu'ils ne s'intéressent plus à ça. Même Saint-Martin, oui. En gros, globalement, lorsque nous on compte 1 milliard de touristes, 1 million de touristes pour 1 milliard, parce qu'on multiplie les 100 € par jour pendant les 10 jours, mais la réalité, elle n'est pas du tout celle-là quand vous avez un tourisme de low cost qui ne dépense pas. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ailleurs, à côté, le touriste qui dépense moins de 150 $ par jour, on ne s'y intéresse pas. Donc, il y a vraiment des choix qui sont faits en ce moment. Une dernière question, et on va pour aujourd'hui, en tout cas, s'arrêter là. Est-ce que, puisque vous avez dû entendre hier que l'ARS, le gouvernement, le préfet propose 22, 29, enfin du 22 au 29, un déconfinement progressif
progressif. Est-ce qu'un déconfinement progressif va annoncer une 5e vague, à votre avis? A priori, je me dis qu'un déconfinement progressif est nécessaire, puisque si jamais on avait tout ouvert d'un coup, on ne sait pas ce qui se serait passé en termes de brassage. Les gens se seraient rencontrés, donc il fallait y aller progressivement, parce que je suis sûr qu'on craint une 5e vague, c'est clair. Est-ce que c'est avec le même virus ou le même variant ou un autre? Parce qu'il y a un autre derrière qui paraît-il encore plus nocif. Le mu. Oui, qui a bien loué son nom, parce que c'est le mu. Et on ne sait pas. Mais en tout cas, il faut inviter tous nos compatriotes à être extrêmement prudents et à ne pas se relâcher simplement parce que c'est ouvert, c'est pas c'est bien ça, il faut vraiment motiver les Guadeloupéens. C'est pas la guéguidon, quoi. C'est pas le moment de... Si nous la guéguidon, c'est l'hôpital encore. Mais oui, donc c'est l'occasion de se dire aussi que nous devons être plus vertueux dans nos comportements, et je pense qu'il faut que ce soit définitif. Définitif, vous l'avez. Changer le mode de vie, l'hygiène des mains. Il y a des pays asiatiques où le masque était déjà dans l'air. Oui, comme vous êtes en Chine, à cause de la pollution, vous devez porter des masques. Et puis je crois aussi qu'il faut se rappeler aussi que le climat, la question du climat se pose de manière très, très grave chez nous, notamment, pas seulement à cause des catastrophes naturelles, mais à cause des problèmes de pollution, à cause des stations d'épuration. Il y a énormément d'éléments qui montrent que nous devons être beaucoup plus prudents par rapport à tout ça. Je rappelle, merci en tout cas d'être venu. Je rappelle tranquillement la sortie des nouvelles semaines spéciales Lucette Michel-Chevry, un numéro collector. Je sais qu'il va bien se vendre et je le souhaite en tout cas pour ce journal. Merci Jacques d'être venu, mais ne partez pas puisqu'on va parler avec Steve Vigrain qui est artiste. Alors moi je pose la question aussi, comment un artiste en pays confiné vit-il? Waouh. C'est une bonne question. Très très bonne question que je sais pas. Alors comment on vit? Ben, ça se passe de différentes manières. Déjà, on a un petit peu le chômage partiel qui compte. Oui. À part ça, quand on a un travail à côté, c'est compliqué. C'est compliqué. On peut pas combiner les deux. Si, on peut combiner les deux, en fait. C'est-à-dire que moi, en ce qui me concerne, moi, je travaille un petit peu à côté et j'ai le temps pour faire ma pratique. Oui. Donc, ça me permet de faire une pratique où je suis assez libre et tout. Donc, mon travail à côté me permet d'avoir un petit peu d'argent à côté. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué de vivre de Alors, on va voir des images de votre exposition. Quelle a été la thématique choisie pour cette exposition qui s'est faite pratiquement en pays confiné, mais qui est disponible à la WAWAC? Alors, on voit les peintures. Alors, c'est entre figuratif et abstrait. Oui. C'est un choix éditorial, comme on dit en journalisme. Un choix artistique, en tout cas. C'est un choix. En fait, disons que c'est venu avec la pratique. C'est arrivé comme ça. J'aimais beaucoup le dessin et j'aimais beaucoup dessiner des portraits, des visages. D'accord. Et au fur et à mesure, ça s'est transformé en ce que vous avez en face de vous. Oui. Et c'est le visage de quelqu'un de connu, enfin. Non, pas. Alors, c'est imaginaire là. Alors, ce sont des images, ce sont des visages intuitifs, comme j'aime bien le dire, parce que en fait, moi, pour être clair, je m'appuie sur 3 thèmes exactement, qui sont l'émotion, la beauté et sa place, comment on habite le monde aujourd'hui. D'accord. Dans cette exposition qui s'appelle Je suis, qui est présentée à la WAWAC, j'invite le spectateur à se questionner sur la question de l'émotion dans un premier temps. Ensuite, à se réinterroger sur sa notion de beauté. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des visages qui sont au premier abord des visages extrêmement léchés, extrêmement beaux et représentatifs. Ils sont quand même dramatiques. Voilà, ils sont dramatiques. Une dramatisation dans ces visages. Voilà, tout à fait. Et mon objectif, c'est de se réinterroger sur sa notion de ce qui est beau. Pourquoi? Parce que la notion du beau dans le monde est pour moi quelque chose d'assez important, parce que nous sommes un peu dictés par les réseaux sociaux, par les médias, par nos propres éducations même, sur une définition de la beauté qui est quelque chose d'assez lisse, d'assez léché. Oui. Et moi, j'invite à déconstruire tout ça, à s'interroger sur sa manière d'appréhender le beau, à se questionner sur ce qui est le beau à travers les émotions. Et de par ce fait, se positionner sur le monde aujourd'hui. Comment vous appelez ce tableau? Alors, ce tableau-là, c'est... j'ai donné des numéros. Ce sont des numéros. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre, ce sont des numéros. Volontaire. C'est volontaire. Oui. Il est uniquement des têtes. Alors, ce sont uniquement des têtes et ce sont des numéros que je donne. Oui. Pourquoi? Parce que
C'est un travail que je mène sur le long terme, en fait. Et je veux atteindre un certain idéal. Et je travaille au fur et à mesure. Il n'y a pas de quelque chose de bien défini en soi. Oui. C'est un travail que je mène. C'est votre première expo à la Wawak, mais oui, c'est ma première expo. Pas votre première expo. Non, ce n'est pas ma première exposition. Oui. J'ai eu l'occasion d'exposer en métropole, mais aussi ma première exposition qui s'est faite solo, c'était à la Galerie à Saint-François. Oui. C'était le titre était à cœur ouvert et je l'ai mené avec l'artiste qui s'appelle Stan. Et j'ai présenté une série de portraits, une série de dessins déstructurés, hachurés. Et je voulais interroger toujours ce spectateur sur sa notion du beau et sa manière de se placer dans le monde. Alors moi, je posais la question, quelle est votre conception du beau? Parce que bon, ce tableau, effectivement, il est beau, mais il y a quelque chose quand même d'inquiétant. Ne serait-ce que dans le regard. Alors, je ne peux pas vraiment définir ce qui est... Je ne peux pas donner vraiment ma notion du beau. Ma notion du beau serait, si je devrais la définir, ce serait que, en fait, qu'on vive dans une sorte d'harmonie et d'ensemble. C'est-à-dire que, en fait, je ne cherche pas à si je donne une définition du beau, je l'enfermerai. D'accord, je comprends. Vous êtes ouvert? Je suis ouvert à ce qui est le beau. Mais toujours en étant dans une sorte d'apaisement et d'harmonie. Alors, autre chose que je note, ce sont des hommes. Alors, des hommes, c'est ce que l'on voit. Des hommes, j'ai pas. En fait, je ne sais pas. Enfin, je me pose la question. Ça m'a l'air d'être un homme. Enfin, les deux tableaux que j'ai vus. Oui, comme vous d'ailleurs. Oui, alors peut-être que ce sont des femmes. Enfin, je ne sais pas. Non, en fait. Quand vous faites, est-ce qu'il y a, vous faites vous allez dans un genre particulier ou c'est on va dire l'inspiration qui guide la main? Non, en fait, je ne sais pas de définir soit un homme, soit une femme. Cette question d'homme et de femme, pour moi, elle est déjà... Il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de genre. Je m'intéresse à l'humain, à l'homme. Oui. Et ce qui ressort, c'est... On peut dire que... Je ne sais pas comment définir, mais c'est pas... L'homme et la femme... Ça se complète en fait. C'est pas l'humain. C'est l'humain que je m'intéresse. Je ne m'intéresse pas à représenter un homme ou une femme, à dire que voilà. Donc ça peut être aussi bien un homme qu'une femme, ça. Voilà, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. D'accord. Mais quand on parle d'émotion, lorsque vous faites appel à l'émotion de la personne qui vous regarde, est-ce que vous identifiez différentes émotions ou est-ce qu'on vous en parle d'un personnage à l'autre? Parce qu'on a vu qu'ils sont différents, ça n'est pas traité de la même manière. Oui. Est-ce que ça fait ressortir des émotions différentes quand les gens vous en parlent? Chaque tableau parle différemment à quelqu'un. Oui. Je ne dis pas, je ne veux pas définir, je ne veux pas enfermer la personne dans quelque chose de bien précis. C'est pour ça que je donne des numéros qu'à la place des titres. Oui. Des titres bien soulignés. Oui. Parce que je trouve qu'il est plus intéressant que le tableau parle à quelqu'un directement et se l'approprie que moi, que je vienne enfermer quelqu'un dans un titre et faire cette comparaison entre ce que l'artiste a voulu dire et ce que le spectateur a ressenti. D'accord. Je laisse ouvert la discussion, je laisse ouvert la possibilité de s'approprier le tableau. Sur le choix, la gamme colorique, le choix des couleurs, quand on voit ça, bon, c'est ni un noir, ni un blanc, ni un jaune, ni un vert, c'est tout à la fois. Voilà, c'est exactement ça. Je sais pas de catégorifier. Exactement, c'est pas mon parti pris. Mon parti pris, c'est d'essayer de représenter l'homme et d'essayer de le représenter dans une sorte de justesse. C'est un peu prétentieux ce que je dis, je m'en rends compte, mais c'est le propre de travail d'un artiste aussi, c'est d'atteindre une certaine justesse. Ma justesse, elle est d'essayer de montrer une certaine beauté de l'homme que l'on aurait peut-être oublié. En tout cas, Steve, merci d'être venu. Donc, l'exposition est visible encore jusqu'au 24. Jusqu'au 24, donc après le déconfinement, le petit déconfinement. En tout cas, merci d'être venu. C'est à la Wawak, oui, un dernier mot? Oui, je voulais remercier en fait. Est-ce que je peux remercier? Oui, bien sûr. D'accord. Mais je voudrais remercier à tous les artistes qui me soutiennent, Stan, Bieber,
Jean-Marc Hunt, Elisabeth, Gustave. Et j'en oublie beaucoup d'autres et je vous en prie de m'excuser. Je sais que c'est compliqué, c'est très difficile ce que je fais, mais je vous tiens à vous remercier, ma famille aussi, et tous ceux qui me soutiennent, parce que sans vous, je pense que je n'aurais pas été là aujourd'hui. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Il est 13h26, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Nathalie Chevron pour parler de la rentrée de la CRES. C'est dans quelques minutes, à tout de suite. Voilà, il est exactement 13h32 dans le ZCL News de ce jeudi. Et on reçoit, comme tous les 15 jours, Madame Chevron. Bonjour. Bonjour. Vous avez passé de bonnes vacances? Très bien. Oui. Très bien. Alors, vous êtes directrice de la CRES IG. Un petit rappel quand même. Alors, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des îles de Guadeloupe. Hein. Oui. Et donc, en fait, pour rappel, les missions, enfin, notre chambre, en fait, est dirigée par un conseil d'administration à la tête duquel est élu le président, donc Monsieur Lomuno, que vous connaissez. Oui. Et ses membres eux-mêmes sont élus dans notre Assemblée générale. Donc, effectivement, il faut savoir que les missions de la CRES, et c'est la raison pour laquelle nous animons cette chronique, donc maintenant tous les 15 jours, avec les élus, les membres et l'équipe des collaborateurs de la CRES, on est là, nous avons pour mission de promouvoir l'économie sociale et solidaire, de représenter et de défendre en fait les intérêts des structures de l'économie sociale et solidaire, mais également de les accompagner, d'accompagner les porteurs ou les porteuses de projets sur la création, sur le développement de compétences. Et on a également une mission d'observatoire régional de l'économie sociale et solidaire. Générique, c'est parti. Et voilà, avec Nathalie, on va voir un peu la saison, puisque c'est la saison des chroniques sur l'économie sociale et solidaire. Alors, deux petits mots quand même d'introduction vous avez fait. Et la saison précédente, on a beaucoup parlé de l'économie sociale et solidaire, mais il y a des gens peut-être qui n'ont pas encore bien compris ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Moi-même, j'avoue que j'ai appris beaucoup l'année dernière grâce à votre chronique. Oui. Alors, effectivement, l'économie sociale et solidaire est une économie à part entière qui regroupe des acteurs, des structures qui ont décidé d'entreprendre autrement. Oui. C'est-à-dire que dans leurs activités, elles placent l'intérêt en fait de l'humain au centre des activités et aussi de l'environnement. Donc ce sont des structures, par exemple, que tout le monde connaît, hein, ce sont des associations, des coopératives, des fondations, des mutuelles. Des associations culturelles en général. Toutes les associations, en fait, qu'elles soient employeuses ou non, appartiennent à l'économie sociale et solidaire. Et je vous disais que nous avons une mission d'observatoire. Et effectivement, on montre que près d'une entreprise sur 10 en Guadeloupe appartient au secteur de l'économie sociale et solidaire. Ça touche quel secteur? Alors, on rencontre l'économie sociale et solidaire dans tous les secteurs. La santé, la finance, la culture, l'éducation et même la télé, en fait. Même la télé. D'accord. Okay. Vous avez des télés associatives, en fait, en Guadeloupe. Il y a des télés concurrentes de la vôtre qui sont... Bien. Alors, quelles sont les missions de la Chambre, d'une manière générale? Donc, effectivement, j'ai commencé à en dire quelques mots, mais vraiment, nous sommes là pour représenter, accompagner et promouvoir l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Parce que, comme vous le faisiez remarquer, il s'avère que par structure de l'ESS, ne savent pas qu'elles appartiennent à l'ESS. Oui. Donc, on est là pour mieux faire connaître et pour faire aussi remonter la voix de ces structures au niveau des plus hautes instances en disant ce sont des structures qui comptent, qui sont importantes, puisque comme je vous le disais, une structure sur 10 appartient à l'ESS, et ce sont des structures qui répondent vraiment à des besoins du territoire. Oui. Donc en termes d'insertion de personnes, par exemple en situation de handicap, des personnes éloignées de l'emploi, etc. Donc ce sont des structures qui comptent et qui sont très importantes en fait pour l'apaisement social. Pour l'économie sociale, je veux dire. Mais alors, chaque année, il y a des rendez-vous, des manifestations de la CRES. L'année dernière, on le sait, avec la Covid, ça a été un peu compliqué. Il y a des choses à venir? Alors oui, cette année, donc, on a, comme pour l'année dernière, des temps forts. Donc déjà le mois de l'ESS, donc le mois de l'économie sociale et solidaire qui se tient en novembre.
Et d'ailleurs, j'invite vos téléspectateurs et les structures de l'ESS qui veulent proposer un événement qui s'inscrivent dans le mois de novembre à nous contacter. Nous avons également donc, au mois d'octobre un Didico. Donc l'année dernière, rappelez-vous, on a parlé un Didico en live. Un Didico en live, effectivement. Oui, donc c'est une formule, donc 8h30, 10h30, donc sur 2 heures, un atelier très pratico-pratique. Et donc là, le prochain, le 7 octobre, est sur entreprendre en fait sous forme ou en coopérative. Il y aura aussi la semaine de l'ESS à l'école. Voilà, donc tout... La semaine, le mois de l'ESS, à quelle période exactement? C'est au mois de novembre. Au mois de novembre. Mais entre-temps, il y a un forum là bientôt. Alors, effectivement... On va voir l'affiche encore. Donc là, la semaine prochaine, donc le 21 et 22 novembre, se tient le Forum des transitions pour une Caraïbe durable. Et donc, nous, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, organisons avec la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, un atelier qui a pour objectif en fait de montrer comment et pourquoi des femmes et des hommes entrepreneurs décident de s'engager dans le développement durable, dans l'économie sociale et solidaire pour justement le développement économique de notre territoire. Oui. Et la particularité de cet atelier, alors on l'a vu, il sera 100% virtuel, donc 100% en ligne, c'est qu'on a prévu un temps d'échange, une session participative avec les internautes au cours duquel ils pourront nous faire part de leurs idées, de leurs propositions pour favoriser la coopération justement entre entreprises de l'économie dite classique, plutôt on va dire les ressortissants CCI, et les structures de l'économie sociale et solidaire, puisqu'il y a moyen d'avoir de beaux projets, de belles passerelles, de beaux projets de coopération entre ces différentes structures. Ça se fait en ligne. C'est un webinaire donc. Tout à fait, c'est un webinaire, donc le 21 et le 22. Et donc notre atelier co-organisé avec la CCI se tient le 21, le mardi 21, de 11h à midi, de 11h à 13h. Donc voilà, donc les personnes qui veulent s'inscrire peuvent soit cliquer sur les liens que vous voyez à l'écran, donc vous tapez sur Internet Forum des transitions Guadeloupe, vous arrivez sur la page sur laquelle vous vous inscrivez, et puis vous avez la thématique de l'atelier qui s'affiche, donc c'est entrepreneur, voilà. J'ai cru comprendre, Nathalie, que quand vous faites des webinaires en ligne, ça fonctionne assez bien. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Effectivement, on a conditions sanitaires obligent. C'est un format qu'on expérimente un peu comme beaucoup de structures depuis l'année dernière. Et à la fois, donc, la dernière conférence régionale de l'économie sociale et solidaire qui a été organisée fin avril de cette année, on a eu effectivement plus de 4000 vues, par exemple. Pas seulement en Guadeloupe et en Martinique. Voilà. C'était effectivement dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc, ça vous rassure sur le créneau économie sociale et solidaire que finalement c'est quelque chose qui est en train de s'étendre dans le monde? Ah oui. Alors, on n'en doutait pas. Oui. C'est clair que l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment un sujet alors de présent, mais aussi d'avenir. Voilà, donc qui répond à beaucoup de problématiques. Alors, on est à la première saison, on est à la deuxième saison de chronique, c'est la dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que les associations, des gens commencent un petit peu à s'intéresser, puisque vous avez dit une entreprise sur 10 maintenant, c'est de l'ESS. Est-ce qu'en Guadeloupe, il y a un petit mouvement dans ce sens? De plus en plus. De plus en plus, effectivement. Alors, c'est vrai que grâce aux chroniques, on a aussi une meilleure visibilité de ce qu'est l'économie sociale et solidaire, et là, on est dans notre rôle. Donc, du coup, effectivement, il y a de plus en plus de porteurs et porteuses de projets qui nous contactent, de structures de l'ESS. Donc voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que toutes ces actions d'ailleurs sont possibles grâce au soutien de l'État, de la région, du département et du Fonds social européen. Et le dernier mot, c'est que les porteurs de projets pensent aussi que la CRES ne donne pas l'argent. Non, nous ne sommes pas effectivement... Vous accompagnez. Voilà, nous accompagnons, nous aidons justement à trouver des financements en ayant une vocation un peu de guichet unique, donc d'accueil et d'orientation vers les dispositifs de financement ou les opérateurs qui peuvent aider les porteurs, les structures à se développer. Juste un petit numéro de téléphone et on se quitte là-dessus. Alors, le numéro de téléphone s'affiche, donc nous avons à l'écran. Donc, nous sommes joignables au 05 90 47 34 32.
Voilà. Bien, merci. Dans 15 jours, rendez-vous dans 15 jours. Il est 13h41 minutes. Dans moins de 20 minutes, il y aura un direct sur Canal 10. Mais avant, on fait un rappel des titres de l'information d'aujourd'hui, puisque nous avons parlé de l'extrait du Covid, comme tous les mercredis. Le lendemain, jeudi, on fait un compte rendu avec Olivier Félix et le préfet a annoncé un certain nombre de choses. Le déconfinement sera progressif du 22 au 29. Et on le répète, si vous voulez pas finir l'hôpital, pas mort, s'il vous plaît, lavez-vous, mettez masque là. Et les gestes barrières, c'est très important de manière à ce que Noël là, nous passons Noël en vrai, Noël pas Noël ni confiné, ni en ligne. Deuxième chose, mobilisation des pompiers qui se battent pour que le droit, l'obligation vaccinale recule. Pour l'instant, le gouvernement, comme on dit, Gabi-Guidi, puisqu'en Guadeloupe, Martinique, en Guyane, c'est la même mobilisation qu'en France. L'UTS, UGTG aussi se mobilise avec les soignants. Il y avait une réunion, on a entendu Gabi Clavier expliquer que les problèmes de santé d'aujourd'hui ne sont pas des problèmes d'aujourd'hui, mais ce sont des problèmes bien plus profonds et antérieurs, et que la Covid n'a fait que révéler un mauvais état de santé de la population guadeloupéenne, puisque vous le savez, il y a à peu près 100 000 personnes qui sont en situation délicate, et parmi ces personnes, il y a déjà près de 700 morts en Guadeloupe, et c'est beaucoup, beaucoup trop. Ça aurait pu être évité. D'ailleurs, hier, l'avocate du LKP de l'UGTG est venue ici hier, en direct à M. Aristide d'expliquer pourquoi il n'y a pas porté plainte contre ça qui est passé actuellement, parce qu'il n'y a pas qu'à point. Enfin, on a fait un petit tour du côté de Lamentin et on a vu que le président de la CNBT, qui est aussi le président du Conseil général, mais il est en campagne électorale maintenant, puisque tout a été renvoyé, remboulé, comme on disait autrefois. On l'a vu au Lamentin, une opération nature qui se fait en pleine ville. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a reçu Jacques Dancal, je vous le rappelle, avec ce journal Nouvelle Semaine spéciale du 7 Michel Chevry. On a reçu Steve Vérin, qui est un artiste peintre qui expose encore à la Wawak. Et puis on a terminé en ESS avec Mme Nathalie Chevon, qu'on remercie. Au revoir, à bientôt. Oui. Ciao, à bye bye. Et la réalisation était bien sûr assurée par Jordan, assisté de Sandy Jean-Louis. C'est fini pour aujourd'hui.